Bonjour Clémentine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc toi tu es députée de la France Insoumise et tu as écrit un livre aux éditions Grasset qui s'appelle À gauche en sortant de l'hypermarché. Donc Oui, bonjour Thomas. on va y revenir, mais moi j'aimerais d'abord avoir ton regard sur un sujet d'actualité, ce qui s'est passé aux États-Unis avec une élection hors norme, un président sortant qui refuse de reconnaître sa défaite, un candidat qui lui dit qu'il a gagné. Et comment tu regardes ça? Quelle position tu as? Et est-ce que la vraie bonne nouvelle en fait, de cette élection, c'est pas le fait que Kamala Harris soit la première femme qui va être vice-présidente des États-Unis? Pour moi, la première bonne nouvelle, c'est que Trump est perdu. Parce que c'était un président particulièrement dangereux, non seulement pour le peuple américain, mais pour le monde entier en réalité, et qu'il incarne ce populisme xénophobe, sexiste, scientophobe, même pas sceptique en fait, hein, climato rien du tout. Donc c'est un homme dangereux. Donc moi j'avoue que quand Biden a gagné, j'ai eu un espèce de mouvement de soulagement, de ouf. Voilà. Ensuite, Biden n'était évidemment pas le candidat de mon cœur, ni de ma raison. C'est la partie des démocrates qui est quand même la plus en phase avec la tradition américaine de la gauche. C'est une gauche très molle, très acquise aux normes néolibérales. Et donc, ce n'est pas un profil de rupture tel que j'en rêvais. Et en même temps, on a vu la réélection de Alexandra Ocasio-Cortez et les autres femmes, hein, les fameux quatre figures de cette gauche américaine forte, radicale, dans laquelle on se reconnaît et qu'on a envie d'appuyer. Elles ont été réélues de façon très franche. Donc ça, pour moi, ça a été source de grande joie. Après qu'une femme, en effet, soit au poste, au premier poste maintenant, hein, après Biden. C'est vrai que c'est un événement pour les États-Unis et aussi à l'échelle mondiale. Et enfin, ça progresse un peu. Bon, c'est encore pas une femme présidente, mais c'est vrai que ça progresse un On va rentrer dans le cœur du sujet de ton livre qui parle des hypermarchés, donc un modèle qui nous vient des États-Unis. Et je crois que celles et ceux qui vont lire ce livre, ils vont se reconnaître, parce que moi je me suis totalement reconnu dedans, rentrer dedans, regarder les promotions, être attiré par des choses dont on n'a pas forcément besoin, mais qu'on a envie d'acheter, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ce qui, ce qui m'a marqué, c'est voilà, c'est ce livre-là qui est vraiment, parce que les hypermarchés, on peut dire que c'est un peu notre patrimoine commun, mais on y va tous dedans, on y est tous allés une fois. Pourquoi avoir fait le choix d'écrire sur ce thème-là pendant cette peu. période de confinement? Et comment tu expliques que ce débat, ce sujet-là, en tout cas, il soit absent ou quasiment absent du débat public et politique? On parle très peu de ces questions-là. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'idée pendant le confinement où on a beaucoup discuté de l'ouverture des hypermarchés et pas des commerces de proximité. On a discuté de quoi on a besoin et je trouve que la mise en cause de la société de consommation et le questionnement sur ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas indispensable dans nos vies était très, très présent. Et il m'a semblé que l'hypermarché, en fait, c'était le lieu qui cristallisait justement les crises sociales et environnementales qu'on traverse et la folie consumériste de notre société, parce qu'en fait, c'est le lieu de l'hyperconsommation de la société de consommation. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire des hypermarchés, c'est totalement corrélé avec l'histoire de la société de consommation, très accélérée. On a eu d'abord les supermarchés, c'est ceux-là qui nous viennent des États-Unis. Après l'hypermarché, ça, le premier qui ouvre à travers le monde, c'est en France, hein, dans les années 60, et que la France est championne des hypermarchés. Et ce sont des lieux, pour moi, d'espèces de féerie de la marchandise, le lieu de toutes les promotions, sauf évidemment la promotion pour les premières de corvée, notamment les caissières de supermarché. Mais je pense que c'est un lieu qui cristallise justement ce monde dingue dans lequel il y a des profits pharaoniques et des dividendes reversés dans la grande distribution d'un côté, de l'exploitation pour les personnels qui sont en caisse, mais aussi les autres qui portent, etc. Enfin, tout un fourmillement de personnel sous-payé et peu reconnu. Et au milieu, des clients, d'ailleurs des clients, tout type de clients, c'est ça qui est quand même incroyable dans l'hypermarché, c'est qu'il y a des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des cadres, des employés, tout le monde va à l'hypermarché, plus ou moins fortement, mais je veux dire tout le monde un jour dans sa vie a connu ce lieu de l'hypermarché. Donc tout le monde s'y côtoie sans vraiment s'y côtoyer. Je dis sans vraiment s'y côtoyer parce qu'évidemment, ce qu'on achète, ce vers quoi on est attiré, dépend de notre porte-monnaie, mais aussi dépend d'un certain nombre de codes sociaux et culturels, et que c'est aussi le lieu de l'identification, en fait. C'est comme ça
Bon, puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'avoir a pris le pas sur l'être, et donc ce qu'on a dit ce qu'on est, d'une certaine manière. Justement, ça m'a frappé parce que tu dis avoir découvert que c'était pas des non-lieux, c'était justement des lieux où se façonnent les identités quelque part. C'est vraiment le reflet de la société dans laquelle on est. Et je t'avoue que ça m'a fait un peu peur de lire que en fait, les gens sont façonnés par ceux qu'ils consomment ou parce que ceux qu'ils achètent dans les supermarchés ou dans les Mm. hypermarchés. Oui, alors c'est déjà Annie Ernaux qui le disait dans ce petit livre qu'elle a écrit sur les hypermarchés, où justement elle contestait le fait que c'était des non-lieux, et a raison, parce que c'est des lieux en fait où quand même il y a de la rencontre. Moi je vois à Sevran le Carrefour et la galerie marchande qu'il y a autour. C'est un endroit où on se protège quand il pleut, où on va boire un café, où on rencontre des gens. Il y a de la sociabilité dedans, il se passe des choses. Donc c'est pas vrai que c'est un non-lieu. Et ce que dit Annie Ernaux, et que je reprends dans mon livre, qui est tellement juste, c'est aussi le fait que, au fond, il y a un espèce de snobisme parmi ceux qui justement écrivent des livres, parlent à la télé, etc. Parce que ces gens-là ne vont pas aller dans les hypermarchés qui sont les lieux de masse. Et on ne se mélange pas quelque part le samedi après-midi. Ça serait totalement vulgaire d'aller dans ces lieux qui sont laids, bien entendu, et qui ne sont pas des lieux voilà, qui ont un intérêt. Donc, on n'en parle pas, on les méprise. Et on méprise aussi les gens qui y vont. Et on l'a vu au moment des émeutes du Nutella. Je ne sais pas si tout le monde s'en Mhm. souvient bien, mais c'était ce fameux pot qui était en promotion dingue. Et le jour de la promotion, en fait, les gens se sont battus physiquement parce qu'ils voulaient absolument sortir avec leur pot de Nutella. Et sur les réseaux sociaux, comme chez un certain nombre d'éditorialistes, il y a eu beaucoup de moqueries sur le mode ah là, qu'est-ce que c'est que ces gens qui se battent pour un pot de Nutella. Mais en fait, c'est le bout de tout ce qu'on a façonné comme société. D'abord, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, beaucoup, nombreux, et qui donc se battent parce qu'il y a une promotion. Et deuxièmement, ça tombe sur un produit de marque, le Nutella, sucré, comme les enfants aiment en demander aux parents, parce qu'on est dans ce monde-là. Et donc, rien d'étonnant en réalité à ce que les gens se battent pour un pot de Nutella, parce que toute la société nous amène à ça. Et c'est ça que j'avais envie d'interroger, c'est précisément à la fois comment c'est intégré dans nos réflexes, dans notre façon d'être, dans nos déplacements, voilà, tout nous amène à l'hypermarché. Et en même temps, il y a quelque chose qui, je crois, aujourd'hui, nous dégoûte de plus en plus dans cette organisation de nos vies, de notre temps et de nos espaces aussi territoriaux, qui sont structurés beaucoup autour de l'hypermarché, puisqu'on sait que l'hypermarché s'est construit en périphérie. Hein. Il a d'ailleurs contribué à la désertification des centres urbains. Ils étaient toujours accompagnés de grands parkings, hein, c'était la grande logique. Donc, pour ceux qui vendaient, c'était moins cher d'acheter des emprises en périphérie. Et puis, avec le parking, on faisait venir les gens avec leur voiture et repartaient avec plus de choses. Et c'est aussi, pour moi, le symbole du tout-voiture et de comment tout s'est restructuré aussi pour nous obliger à prendre la voiture. Et quand on constate qu'on a pris un quart d'heure de plus par rapport aux années 60 dans nos déplacements pour aller consommer, en fait, c'est bien le signe que l'hypermarché a encouragé l'usage de la voiture contre le commerce de proximité. Dans le livre, il y a aussi un mot que j'ai découvert, c'est agnomanie, si je le reprends bien. Ouais. Agnomanie, et puis tu dis que le génie de quelque part du marketing, c'est d'avoir créé l'illusion du besoin et de nous attirer vers des produits dont on n'a pas forcément l'utilité, mais qu'on a envie d'avoir. Est-ce que le capitalisme, il a besoin de créer ce besoin pour survivre et se reproduire en fait? Oui, d'abord, c'est très, très important de le relier aux besoins du capital de s'accroître. Parce que, comme le disait André Gortz, qui est un des auteurs que j'aime beaucoup et que je cite dans ce livre, André Gortz racontait très simplement que le capital a deux leviers pour s'accroître. Le premier levier, c'est la pression sur les salaires. C'est-à-dire que si on abaisse la part qui est dédiée au salaire, eh bien, on augmente la part qui va revenir au capital par le versement des dividendes. Et le deuxième levier, c'est de faire des produits de créer chez nous de plus en plus de besoins, d'avoir de plus en plus de produits, d'objets, et qu'ils soient de durée de plus en plus courte, de plus en plus obsolètes, vite, de telle sorte qu'on ait besoin d'en racheter un autre. Et donc, la logique du capitaliste, elle est consubstantielle, à mon avis, du productiviste, de la logique productiviste. En fait, ils sont complètement liés, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, en bout de chaîne, ça donne le phénomène que tu évoques là, c'est-à-dire que on nous crée des besoins. Alors moi, je suis fascinée par le marketing. Je reconnais que c'est un truc complètement fou parce qu'il y a des produits auxquels on n'avait même pas
pensé 3 secondes. Hein. Je cite l'exemple d'un produit anti-vieillissement des cheveux, c'est-à-dire que je n'avais même pas pensé une seconde que le cheveu pouvait vieillir, hormis du fait que oui, il devient plus blanc, donc éventuellement on peut se faire une teinture, mais qui vieillit, que donc il faut s'occuper de son vieillissement, c'est vrai que je n'y avais même pas pensé. Donc on va nous inventer ça. Ou alors nous vendre des produits. Alors ça, c'est par exemple pour toucher sur la fibre, on se sent vieux, donc en achetant ce produit-là, on ne sait pas si ça a de l'effet. Et on a l'impression déjà qu'on est moins vieux parce qu'on l'a acheté, qu'on va faire quelque chose. Mais c'est vrai aussi sur les produits sexués. On sait qu'un rasoir de couleur rose coûte plus cher que le même produit en jaune pour les hommes. Voilà. Voilà, parce qu'on achète autre chose. En fait, on y met autre chose. Et quand on voit qu'on est dans une société où on peut nous vendre des petites boîtes de conserve avec l'air de Paris, hein, où on ouvre et c'est l'air de Paris, c'est-à-dire vraiment le symbole de la vente du rien, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien dedans. On se dit que voilà, c'est l'hyperbole d'une certaine manière de cette boîte de conserve vide du vide qu'on nous vend souvent. Ou alors l'exemple du Coca-Cola, puisque le Coca-Cola c'était quand même du sucre et de la caféine, et qu'aujourd'hui on nous vend du Coca-Cola sans sucre et sans caféine, c'est-à-dire du rien. Hein, c'est-à-dire le contraire de la promesse initiale de Coca, ce qui est le Coca Light, et puis ensuite le Coca Light, comme il était très féminin d'utilisation et dans son ambiance, on a inventé le Coca Zéro, noir, plus viril. Donc c'est sans fin, c'est une espèce voilà, de monde absolument sans fin, et qui, contrairement à ce qui avait été vu au départ, c'est-à-dire le lieu de l'uniformisation, pendant longtemps on a pensé que la consommation c'était l'uniformisation, et le génie marketing c'est au contraire d'essayer à chaque fois d'aller vers une précision plus grande par rapport à l'identification sociale ou psychologique. Et donc ça crée des parts de marché sans fin. En fait. Parce que dès qu'une catégorie sociale investit un produit, il va être délaissé de la catégorie sociale supérieure, qui va investir un autre produit, et c'est une espèce de bataille sans fin, en fait, qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui surtout prend beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, de ressources aussi. Et donc c'est assez dangereux, dévastateur, à la fois pour l'écosystème et aussi pour nos désirs. Il y a un passage de ton livre qui est consacré évidemment aux caissières parce que c'est majoritairement des femmes et c'est quand même une population qui est précarisée. Tu les compares aux gueules noires. Elles se sont fortement mobilisées il y a quelques mois de ça sur des batailles. Tu parles sur un ticket restaurant pour avoir une hausse qui est infime. Et aujourd'hui, elles ont été quelque part saluées pendant la première période de confinement. Pourtant, on a vu que derrière, les primes n'avaient pas été versées à la hauteur de ce qu'elles devaient être. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dit aussi, ça, de la société? Et est-ce que ça va pas être une fois de plus les grandes oubliées parce qu'on est en train de ne pas augmenter leur salaire et en plus on est en train de supprimer leur poste via des automatisations de caisse. Donc qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces personnes-là? Oui, c'est pour ça que je les compare aux gueules noires, c'est-à-dire aux mineurs du XXe siècle, parce qu'elles sont menacées de disparition en étant remplacées par la machine. Et je trouve que c'est un questionnement très intéressant, parce que moi, je suis toujours favorable quand la machine peut faire quelque chose, notamment des choses qui sont très fatigantes pour le corps, pour l'esprit, ce qui est le cas de la caisse, hein, parce que la caisse, c'est un métier pénible, parce que c'est un métier répétitif qui donne des tocs, des troubles très importants, enfin physiques. J'ai dit des TOC, c'est pas des TOC. Le mot évidemment des troubles musculaires squelettiques, pardon, les TOC c'est encore autre chose. On peut aussi en avoir en étant en caisse, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de maladies qu'on peut attraper et un métier extrêmement pénible et mal rémunéré. Donc si à un moment donné on peut le remplacer par la machine, je dis pourquoi pas. Le seul problème que je vois, enfin le seul, c'est pas le seul, c'est les problèmes que je vois, c'est que comme pour les mineurs, on n'anticipe pas. C'est-à-dire que si on pense qu'il faut remplacer par des caisses automatiques, il faut savoir quel métier pourront faire ces femmes, puisque ce sont très majoritairement des femmes, c'est quelques hommes. Quel métier vont-ils faire, primo? Et deuxième question, est-ce qu'on a envie de magasins dans lesquels il n'y a plus d'humains? Ce qui est un peu le rêve d'Amazon avec son espèce de grand projet de boutique totalement connectée où on irait et on sortirait en fait de la caisse, il suffirait de passer dans un endroit et bim, tout serait enregistré d'un coup. Et ce qui est une société de surveillance évidemment très, très grande et déshumanisée. Il n'y a pas de rapport avec l'humain mais qu'avec la machine. Donc ce sont des choses qui je trouve, méritent débat de société parce qu'il est hors de question de laisser les caissières les unes après les autres être licenciées et remplacées par des machines et puis on n'y peut rien. Je pense que ça, c'est pas acceptable et c'est pas non plus acceptable d'imaginer des boutiques dans lesquelles il n'y a pas d'humain. Donc, il faut trouver des réponses qui correspondent à nos besoins véritables et non pas tout simplement au fait que là, je reviens à mon histoire de capital,
Pourquoi on veut remplacer par les machines? Parce que ça coûte moins cher. C'est ça, l'objectif de la grande distribution. Il y a un sujet qui m'a particulièrement intéressé dans ton livre, parce que tu le dis toi-même que le camp progressiste a abandonné cette question. Tu évoques la réduction du temps de travail, que quelque part la Convention citoyenne avait remis sur le devant de la scène avec des propositions très ambitieuses. Aujourd'hui, comment tu expliques que cette question, elle soit presque taboue, on n'en parle plus du tout, y compris quand on parle du monde d'après, on n'a jamais ou très peu évoqué la réduction du temps de travail, qui est quand même la dernière mesure qui a créé des emplois, même si ce n'est pas satisfaisant dans ce pays. Comment ça se fait aujourd'hui que la gauche, quelque part, elle parle plus beaucoup de ça? D'abord parce on est très souvent sur un terrain défensif. On se bat contre les attaques qui sont quand même très violentes, libérales, donc on est sans arrêt en train d'essayer de garder ce qu'on a, quoi, puisque les logiques gouvernementales sont sans arrêt de nous casser des droits, des protections, nous faire travailler plus, etc. Donc on est un peu en défensive. Donc ça, c'est notre problème structurel, hein, qui ne touche pas qu'à la question du temps de travail. Que par ailleurs, la loi sur les 35 heures a été un moment assez difficile, parce qu'ils n'ont pas été faits tout à fait comme on voulait et ils ne sont pas allés suffisamment loin pour produire justement un choc en termes d'emploi. Et donc, il y a un recul, je trouve, en effet, à gauche à défendre cette proposition. Mais moi, je pense que ça va revenir. Je pense que la logique de lutte contre le chômage de masse qu'il a avec la crise liée au Covid risque d'être tout à fait monstrueuse, hein. On va vers un immense carnage social et économique. Et il me semble que la proposition de réduction massive du temps de travail fait partie des réponses pour partager à la fois les richesses et les temps de la vie. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui surtravaillent, sont stressés au travail, etc. Et de l'autre côté, des gens qui ne travaillent pas et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il faut qu'on arrive à partager tout ça et il me semble que c'est une logique qui doit revenir sur le devant de la scène. On va finir là-dessus. Et ton livre, à la fin, il évoque plein de notions, le pouvoir de vivre, la lutte contre le gaspillage, parce que quand tu dis que quand tu rentres des courses, tu vois tous les emballages, c'est absolument exceptionnel, tout ce qu'on peut jeter. Il y a aussi l'aménagement du territoire autour de la structuration de ces hypermarchés. Comment on sort de ce modèle-là de surconsommation? Est-ce que l'objectif ou l'appel que tu lances dans ton livre, c'est de supprimer définitivement les hypermarchés? Et comment après on a d'autres lieux qui permettent quand même aux gens de consommer ou de se nourrir ou d'acheter des produits de denrées de première nécessité? Bah, tu vois, aujourd'hui, justement, je pose une question d'actualité au gouvernement sur les commerces de proximité. Alors, c'est pas sur l'alimentation, puisque les commerces d'alimentation restent ouverts, c'est sur tous les autres. Mais je trouve que ça dit quelque chose, hein, le fait que pendant ces confinements, le gouvernement ait choisi de laisser ouverts les hypermarchés et de fermer les commerces de proximité. C'est un coût supplémentaire contre les petites unités plus proches, en fait, dans lesquelles il y a du lien social et un coup de pouce à nouveau pour la grande distribution et ces logiques d'hyper qui peuvent aller jusqu'à des gigas. Donc, il faut sortir nos imaginaires, je dis souvent, hein, de l'hypermarché et des centres commerciaux pour commencer, parce qu'on a parfois du mal. Et j'ai beaucoup aimé être investie dans la bataille contre l'implantation du grand projet Europa City sur le triangle de Gonesse, parce que je le crois justement très symptomatique. Sur le triangle de Gonesse, la famille Muliez, donc c'est Auchan, voulait faire un immense complexe commercial et même au début voulait faire des pistes de ski. Donc on n'était plus dans l'hypermarché, on était dans le giga. Et c'est ça un peu dont rêvent les gros de ce monde. Et nous, on s'est battu contre, et on s'est battu contre cette implantation parce qu'il y avait aussi des terres qu'il fallait protéger. Mais il me semble que ce qui est sorti de cette mobilisation, c'est un projet citoyen qui s'appelle Karma et qui nous dit qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire que sur ces terres, on peut non seulement faire un peu de maraîchage, mais imaginer du recyclage, de la formation métier de l'environnement, de la restauration où on mange des choses correctes. Bref, d'avoir un projet en fait de territoire grand mais qui correspondent aux besoins de la population et non pas à ces stéréotypes qu'on a tous en tête, c'est que quelque part, on ne sait pas faire autrement que ces grands complexes. Et sortir de ces grands complexes, oui, liés à la consommation, parce qu'ils prétendent faire la ville, en fait, puisque maintenant, vous avez dans les centres commerciaux carrément tout, des banques, des assureurs, des coiffeurs, tout, en fait, c'est la ville dans la ville, mais tournée vers la marchandise. Et donc, ce qu'il faut, c'est démarchandiser nos vies. Et je pense que la puissance publique peut le faire parce que ce sont des normes, des lois qui ont permis à la grande distribution de capter tout ça et de structurer aussi le développement territorial.
Donc, ce que la loi a pu faire, elle peut le défaire et le construire autrement. Et il me semble que nous devons appuyer le droit à la ville, c'est ce que je défends dans le livre, il faut aller le lire peut-être pour bien comprendre, c'est-à-dire le fait qu'il faut sortir des mégalopoles, des gros trucs comme ça, pour que partout, on puisse avoir, pas trop loin de chez soi, accès à tout ce qui fait la ville, c'est-à-dire des services publics, des petits commerces, des cafés, un cinéma, des salles de spectacle, des salles de sport, etc. C'est ça la ville. Et donc, il faut la partager. Le droit à la ville, ça veut dire l'égalité d'accès à tout ça dans des structures à taille humaine qui permettent de tisser du lien et de sortir de la marchandise. Mais merci Clémentine pour nous avoir accordé ce Merci moment. Thomas. Vraiment, ton livre est hyper intéressant et j'invite toutes celles et ceux qui peuvent à le lire parce que ça nous renvoie quelque part à notre image. Merci beaucoup. À bientôt.